4 matchs, 3 victoires et 1 nul. Une qualification avec 10 points sur 12 possibles. Voilà donc le bilan des Lions indomptables dans la campagne qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le Cameroun qui est donc qualifié à l'issue de la 4e journée. C'était plus arrivé depuis... 2006, je crois. Voilà. Très longtemps, de toutes les façons. 2006. Voilà, depuis 2006, comme nous le dit notre expert Dave. Et une qualification qui a quand même été obtenue, hein, ça il faut le dire, dans un environnement assez mouvementé, même si sur le terrain ça a été facile, parce que 4 matchs qualification, c'est relativement facile quand même. Mais avant de parler de terrain, il faut quand même dire que au-delà du terrain, ça a été quand même très mouvementé. On a vu beaucoup trop de choses qu'on n'a pas aimé voir sur ces 4 matchs des Indomptables, Yvan. Ouais, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Bon, on connaissait un peu le contexte, hein, entre la fédération et le ministère des Sports. Entre la fédération et le ministère des Sports. Ça a duré quelques mois. Sur ce regroupement-ci, le problème a été partiellement résolu, parce qu'avec les déclarations de l'entraîneur au thème du match de vendredi dernier face au Kenya à Yaoundé, on a compris qu'il y avait encore quelques problèmes de cohabitation entre la fédération et son sélectionneur. Mais malgré ça, dans ce contexte houleux là quand même, l'équipe a pu engranger des résultats positifs. Dave le disait tout à l'heure, ça fait près de 2 décennies. C'est-à-dire que même en période où on avait de très belles générations comme la génération 2008, la génération qui allait jusqu'à 2018-2014, ça n'avait pas souvent été entre guillemets aussi facile de se qualifier pour une Coupe d'Afrique des Nations, même si certains feront la fine bouche en disant que on n'a pas rencontré de grands adversaires. Je ne sais pas si le Brésil, la France, l'Allemagne, l'Angleterre font partie des pays africains pour qu'on parle de gros adversaires, mais ça reste méritoire pour cette équipe, pour l'entraîneur. Et moi j'ai envie de rendre un hommage particulier à Marc Brice, parce que beaucoup... On parle de tout à l'heure, hein, on parle de lui quand on évoque le côté technique de cette qualification. Voilà, donc réussi ce qu'il a réussi. Beaucoup ne vendaient pas sa poche lorsqu'il est arrivé. Sauf nous. Sauf quelques personnes qui sont encore lucides. Il n'était pas très connu du public camerounais avant son arrivée. On n'avait pas beaucoup de références sur lui, mais il a surtout démontré qu'il a des capacités de management exceptionnelles. C'est-à-dire qu'en termes de faculté à mener les hommes, Marc Brice est un cas d'école pour les entraîneurs. C'est vrai que j'ai discuté avec beaucoup d'entraîneurs qui disent que dans les modules de formation, ils ont des modules liés à la psychologie, non seulement à la psychologie, mais aussi à l'entraînement en période de crise. Mais vous savez, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde, et ce n'est pas toujours évident, surtout dans le contexte camerounais où il y a beaucoup de poches de résistance, où les problèmes qui peuvent être des problèmes simples ailleurs, chez nous, peuvent prendre des connotations assez compliquées. Et dans tout cet environnement-là, le plus grand mérite pour lui aura été de maintenir son groupe concerné loin de ces problèmes-là, parce que vous constaterez que aucun des joueurs ne s'est jamais impliqué dans ces problèmes entre le ministère et la fédération, ou du moins de façon officielle. Ils sont toujours restés en marche, ils sont restés dans leur rôle. À chaque fois qu'ils ont eu l'occasion de donner du répondant sur le terrain, ils l'ont fait. J'en veux pour preuve la qualification après 4 matchs. Mais ça aussi, c'est le fruit d'un management savamment pensé en interne de Marc Brice. Et je pense que moi j'avais envie particulièrement ce soir de lui rendre hommage, parce que il y a eu beaucoup d'éléments qui étaient de nature à lui savonner la planche. Ces derniers éléments avec la non-inscription, ou alors le retrait du nom de Joachim Mununga dans la liste, son assistant, alors qu'il avait rempli la liste en y introduisant son nom. Tous ces éléments-là sont de nature à le fragiliser psychologiquement. Et vous savez, quand vous n'êtes pas bien psychologiquement, même dans la lecture d'un match, la gestion du match pouvait sortir de votre assiette. Et après, vous savez, sur une décision, un peu comme le changement, la rentrée de Eno et la sortie de Koundé, sur une décision comme ça, vous pouvez perdre le match. Et donc, si vous manquez les choses peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Donc, Marc Brice, malgré tout ça, a su rester droit dans ses bottes. Il a su toujours identifier où se trouve l'essentiel. Et je pense qu'il mérite aussi qu'on lui donne son pesant d'or dans cette qualification. Alors, ce qui frappe beaucoup plus à l'œil quand on voit cette qualification, au-delà du côté sportif, c'est clairement que le consensus ou alors l'unification qu'on a vu au niveau du staff a très vite montré ses limites quand même. C'est-à-dire, on s'est tous dit qu'après Garoua, les choses allaient s'arranger.
Après, Garoya a eu cette note conjointement signée du ministre des Sports et du président de la fédération. On a voulu à un moment un peu penser que voilà, les choses allaient dans le sens de l'arrangement, sauf que très vite, on est encore tombé dans nos travers. Je pense que malheureusement. Je pense que c'était il y a 2 semaines qu'on a tenu cette émission et j'étais le premier à vous dire qu'il faut pas être naïf parce qu'on était arrivé à un certain niveau de rancœur qui font en sorte que ça va être très difficile de pouvoir apaiser. Ils vont faire la paix des braves, ils vont fumer un calumet de la paix, mais je pense que chacun va rester sur ses gardes, malheureusement. Malheureusement, c'est la situation. Mais je veux revenir un peu sur ce que Yvan disait. Il y a un mot qui pourrait clairement définir Marc Brice et son groupe d'ailleurs, c'est la résilience. Parce que de mémoire, j'ai discuté avec des Ivoiriens, des Burkinabés et autres, on n'avait jamais vu ce qui s'est passé au Cameroun ces derniers mois. Vraiment, je peux me tromper. Je peux me tromper. Je veux me tromper d'ailleurs. Mais c'était plus que folklorique. Je pense que même le Cameroun est devenu, à la limite, une curiosité planétaire. Moi, j'ai suivi plusieurs émissions Talents d'Afrique, pour ne pas les citer. Je crois qu'ils avaient une rubrique gag intitulée Le Cameroun. C'est-à-dire que chaque fois, c'est-à-dire on dit non, cette fois-ci le Cameroun a encore, comme on dit au Cameroun trivialement, on a débloqué les niveaux. Mais malgré cela, le coach a montré énormément de résilience. Mais est-ce que justement, on n'est donc pas allé dans une progression un peu graduelle, c'est-à-dire on a connu le Cameroun dans beaucoup de faits divers autrefois. Et donc, on est allé, on a upgrade, et là, on a débloqué effectivement notre niveau. Donc, on était un peu préparé à atteindre ce niveau-là. Et aujourd'hui, peut-être, on va te dire que on est même préparé à atteindre notre niveau encore. La vérité, c'est que impossible n'est pas camerounais. Voilà, c'est-à-dire que non, honnêtement, je vais te dire, ce qui est impossible n'est pas camerounais. C'est-à-dire, j'ai le sentiment qu'au Cameroun, on a besoin de ces sensations-là, de se mettre dans ce type de situation. C'est comme une espèce d'adrénaline et ça nous booste à nous surpasser. Parce que comment pouvez-vous expliquer de façon rationnelle, logique, scientifique, qu'une équipe dans un désordre folklorique comme celui-là, qui n'a pas de ballon, qui n'a pas d'équipement, qui n'a pas d'équipement, réussit à faire ce type de performance vous-même. C'est-à-dire que vous allez expliquer à tous les professionnels du football, ils vont vous dire c'est impossible. C'est le continent. Mais oui, c'est la marque de fabrique du Cameroun, mais il ne faudrait pas que malheureusement on commence à vraiment se dire que c'est la norme. C'est-à-dire qu'on a normalisé l'écart, on a écarté la norme et on se dit c'est comme ça que ça va fonctionner. Non. À un moment donné, ça aura ses limites et il est temps que les choses rentrent dans la norme et dans le professionnalisme. Franck, parlons maintenant du côté un peu technique de la chose, cette qualification-là. Oui, la qualification a été mouvementée en dehors des terrains, mais sur le terrain, elle a quand même été relativement facile. La qualification. Bon, elle a été facile parce qu'elle a été d'abord préparée. Et ensuite parce que le coach a su tirer de cette situation-là le meilleur des joueurs. C'est-à-dire que cette situation-là a eu tous les effets néfastes qu'on a pu voir, mais ça a également permis de créer un vrai groupe, de créer de vrais liens entre ces gamins-là, d'accord, qui au stade maintenant, on le voit, prennent du plaisir, d'accord, et font les efforts les uns pour les autres. On a un coach qui a su faire confiance et rendre la confiance donc à certains jeunes qui aujourd'hui donc reviennent donc parmi les morts, des joueurs comme Bassogok par exemple, qui était bon pour la casse il y a quelques mois, ne serait-ce que de cela. Et aujourd'hui, donc, il se retrouve à être un des meilleurs. Est-ce que c'est un vrai retour pour Bassogok ou alors c'est un coup d'éclat? Sincèrement, à vite tranché. Non, je pense contre l'Angola, c'est là où il a sa première titularisation. Il est fauché par une blessure, mais il fait un très bon match. Le rassemblement d'avant, quand même, c'est vrai qu'il n'avait pas été décisif, mais il fait ses matchs. Là, en aller-retour, il est décisif. Donc, pour moi, je pense que ça commence à être constant. On le lui souhaite, d'accord. Mais pour moi, il a été beaucoup critiqué et il a aussi su faire preuve aussi d'une force mentale qui est admirable. Donc moi, ça m'a fait plaisir. J'étais au stade vendredi d'entendre le stade scander Bassogog, surtout les ballons qui touchaient. D'accord. Il y a le coach Kenyan qui nous a dit en conférence de presse d'après match qu'il n'avait jamais vu Bassogog à ce niveau. Non mais il était phénoménal. Le match a été phénoménal. Il y en a qui estimaient même que Bassogog c'était désormais Messi en fait. On avait Messi au terrain en fait. Non, là sont les émotions, mais il a été phénoménal. Il a été phénoménal pour un joueur qui a été constamment critiqué parce que il faut avouer que la presse camerounaise n'a pas été tendre avec lui. Tout à l'heure, il parle
parle de... À juste titre. À juste titre, oui. Il parle de Bassogog, qui aime bien châtie bien aussi. Moi, je parlerai également de Zambangissa. Parce que Zambangissa, je pense qu'il a eu tous les noms, toutes les railleries du monde, mais sous Brice, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend un peu plus ses responsabilités. Zambangissa impliqué. Beaucoup plus impliqué, beaucoup plus souriant même. C'est-à-dire que dans la vie, même dans le body language, on sent quelqu'un qui est guéri, qui est épanoui. Donc, ça fait plaisir. Mais si tu permets, je voudrais rendre hommage à un joueur. Ouais. Il y a un joueur dont la classe m'a beaucoup marqué sur ces 2 derniers matchs, c'est Jean-Charles Castelletto. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que vous avez un joueur qui est capitaine à Nantes, qui, pour moi, dans une liste de 26 en termes de défenseurs, que le nom de Jean-Charles Castelletto ne figure pas, quelque part, je trouve ça un peu bizarre, mais ce sont les choix du coach, on n'est pas là pour les remettre en question. Mais lorsque la patrie l'a appelé, après le forfait de Moukoudi, il est arrivé, il n'a pas fait de... Il n'a pas de Ncham, autant pour moi. Il n'a pas fait de vague. Il est arrivé calmement. Il a été relégué sur le banc pour un joueur qui a été l'un des maillons essentiels de la charnière centrale du Cameroun sur ces dernières années. Il s'est assis lorsque Christopher Roux a eu son accident. Et Dieu merci, rien de grave n'est arrivé à Christopher. Il a répondu présent sur le terrain. Je pense qu'il faut avoir le mérite de souligner la classe de Jean-Charles Castelletto. Alors, Yvan, Dave, parlons du Castelletto pour avancer vraiment dans notre échange. Dave parle de souligner la classe de Castelletto, mais quand on regarde un peu toutes les péripéties, disons comme ça, qui ont émaillé son retour en sélection, il y a d'abord, première convocation avec Sobris, il est blessé, il vient pas. La deuxième, il vient pas, mais le sentiment général dans l'espace public, c'est que c'est une blessure un peu diplomatique. Puisque quelques jours après, il s'entraîne. Il s'entraîne et il joue le week-end qui suit avec le FC Nantes. Et par la suite, il n'est pas appelé, mais appelé par concours de circonstances. Est-ce qu'en venant, il y avait forcément un matelas dressé pour lui sur lequel il devait se coucher, ou alors il avait sa place à gagner parce qu'il y a des gens qui ont été là quand lui n'a pas été là, et qui, eux, qui ont été là, ont réussi à se faire une place? Vous savez, le changement d'entraîneur au sein d'une équipe a souvent le mérite d'apporter une nouvelle dynamique. Et les réalités d'un entraîneur... De redistribuer les cartes. Oui, et de redistribuer les cartes, quand je parle de nouvelle dynamique. Parce que les réalités sous un entraîneur ne sont pas les mêmes sous un autre. Si Castelletto avait réussi à s'imposer comme étant cadre sous Conceição puis sur Rigobertson, ça ne veut forcément pas dire qu'il sera un cadre lorsque Marc Brice va arriver. Mais si vous regardez, quand Brice est arrivé, et c'est pourquoi j'apprécie toujours la méthode de cet entraîneur, quand vous regardez la constitution de sa première liste, vous voyez très bien qu'il était dans la logique de n'écarter personne. Il avait rappelé tout le monde, les Choupo, les Aboubakar, les Gadeux, même ceux qui avaient été considérés comme des bannis quelques mois seulement avant, lorsque les Rigobertson étaient là, les Onla et autres. Il les a tous ramenés, comme pour dire, j'arrive, je vais insuffler un vent nouveau, j'arrive avec... zéro a priori, je vais redistribuer les cartes, tous les cartes sont rebattues et chacun va gagner sa place à travers ce qu'il va me montrer à l'entraînement et ceux qui auront l'occasion de jouer ce que je vais regarder en match. Castelletto a peut-être le malheur de ne pas être lors du premier stage. Et vous savez, quand vous démarrez un stage, il faut toujours rappeler le contexte, un contexte hyper houleux, où Marc Brice a réussi, et je souligne tout à l'heure que c'est une de ses plus grandes réussites, et je pense que ça va être peut-être le facteur X du fait qu'il va pouvoir mener cette équipe un peu plus haut vers les sommets ou pas, sa capacité à pouvoir garder ce groupe aussi soudé. Parce que avec le contexte qu'on a connu en juin dernier, où l'équipe n'avait pas d'équipement et tout, avec la guerre entre la fédération et le ministère, il y avait forcément une volonté du côté de la fédération de vouloir chercher à inféoder le groupe et chercher à le fissurer pour mettre l'entraîneur dans une posture compliquée. J'en veux pour preuve le document qu'ils ont sorti sur Aboubakar disant que quelque part que le capitaine doit prendre ses responsabilités, les courriers qu'ils ont envoyés aux différents clubs, mais malgré ça, l'entraîneur a su garder son groupe soudé. Et donc, quand vous êtes un entraîneur, quand vous avez vécu ça pendant un regroupement, durant le deuxième regroupement, vous le faites quand même, vous faites quand même appel encore à Castelletto. Et moi, je pense que sur le deuxième regroupement de septembre, c'était une blessure diplomatique. Moi, quoi qu'on m'explique, parce que vous êtes blessé, oui, mais si vous êtes blessé et pendant que l'équipe est en stage, on constate que vous avez repris les entraînements, j'ai l'impression que Castelletto, avec ce qui avait comme grabuge, voilà, il n'a pas voulu se mêler à ça de peur d'être... Et ça peut se comprendre. Oui, ça peut se comprendre. Et j'estime qu'avec ce contexte, lorsqu'il arrive, déjà l'entraîneur n'est plus obligé de compter sur lui parce que sans lui, il y a d'autres gens qui ont fait le boulot, qui ont fait le taf. En fait, même s'il compte sur lui, il doit gagner sa place. Ouais, ça c'était d'un. C'est-à-dire que l'entraîneur n'est même pas obligé de l'appeler même s'il a de bons résultats parce que pendant qu'il n'était pas là, il y en a d'autres
qui ont fait le boulot, d'autres qui sont rentrés dans les petits papiers de l'entraîneur et qui malgré tout ont pu obtenir, je crois, 2 victoires en 8 matchs, 2 matchs nuls pour 0 défaite. Et donc, moi aussi je suis d'accord que Castelletto, quand on regarde le microcosme des footballeurs camerounais aujourd'hui, on n'a pas de footballeurs qui sont waouh, qui sont dans des très grands clubs. Et lui a quand même le mérite d'être dans un club top 5 en Europe. Les réguliers. Ligue 1, capitaine, régulier et tout ça. Mais si vous êtes dans la logique de l'entraîneur, encore que Marc Brice, lorsqu'on l'a interrogé sur le cas Castelletto, il a dit la porte n'est pas fermée. Tout à fait. Et le fait qu'il ait rappelé plus tard, quelques jours plus tard, Castelletto montre très bien qu'il était il était honnête lorsqu'il disait que la porte n'est pas fermée à Castelletto. Et donc quand il arrive, il peut pas arriver avec sur les grands chevaux parce qu'il a tout à démontrer avec le nouvel entraîneur qui arrive. C'est vrai que c'est ça que je souligne sa classe parce que justement il n'est pas venu sur les grands chevaux et il a accepté et il a répondu présent. La question même, elle est là, j'ai envie de dire, est-ce que sportivement, sur les 2 confrontations, Castelletto a marqué des points? Non. Ou bien il n'a pas plutôt donné raison à Marc Brice? Moi je dirais surtout sur le dernier match, honnêtement sur le match retour face au Kenya, j'ai eu envie de dire mais le mec il aurait dû rester encore parce que sur la première mi-temps, il a donné 2-3 ballons à l'adversaire. Si les Kenyans, je crois même sur le ballon qui frappe le poteau, je crois que c'est lui qui fait une mauvaise relance. Après le juger, je dis, est-ce que ce n'est pas donner des arguments à l'entraîneur? D'accord. Oui, mais je pense que je sais pas combien de matchs il a joué en charnière centrale associé à Venga 2. Je pense que ça faisait quand même longtemps que les deux n'avaient pas joué ensemble. Oui, depuis que Venga 2 n'était plus là. Voilà, donc vous comprenez que ce sont des éléments, des circonstances atténuantes. Donc je ne dis pas qu'il devait arriver on devait lui dérouler le matin là. Non. Mais un élément qui pour moi encore revient en mémoire, c'est vraiment la communication que Brice a. Et ça, j'ai l'impression qu'il a donné à son groupe une direction à suivre et il maintient une constante communication avec eux parce que c'est très important pour les joueurs de se sentir considérés également, d'avoir cette discussion parce qu'on entend j'ai discuté avec tel, j'ai discuté avec tel. C'est très 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 important et c'est une attitude qu'on loue parce que quand les joueurs se sentent en sécurité et en confiance par leur coach, ils sont prêts à tout donner pour lui. Au-delà justement de la communication que les gens voient, Alain, toi et moi on a couvert les séances d'entraînement des Lions. Je vous assure que même dans la gestion du groupe, c'est exactement ce qu'il fait. Il est toujours en train de discuter. On a vu plusieurs séances de veille de match ou même pas des veilles de match, il y a des séances qui ouvrent. Et vous allez voir que sur Marc Brice, il y a une particularité, c'est qu'avant la séance de veille de match ouverte à la presse et au public, il a toujours au moins une séance qu'il ouvre au public pour venir être un peu en communion avec les joueurs. Et pendant ces séances-là, je me souviens d'une séance de mise en place tactique, je crois que c'était lors du premier regroupement, où on travaillait, il était en train de travailler les sorties de balles avec ses joueurs. Et à chaque fois, lorsqu'un joueur ne fait pas ce qu'il attend de lui, il le sort de la séance tactique. Il a interrompu la séance d'entraînement exactement 13 fois ce jour. Voilà. Donc chaque fois, pour repréciser ses consignes. Il interrompt, il discute. Quand il se rend compte qu'il y en a un qui ne comprend pas toujours, il te sort de la séance tactique. Pendant que les autres continuent à travailler avec l'entraîneur, son assistant qui supervise la mise en place tactique, il discute avec toi longuement. Et l'image qui m'a le plus marqué, parce que les gens voient le Zambo qui court sur le terrain, je vous assure, quand vous parlez même avec certains, je vais vous dire, c'est un entraîneur qui est hyper rigoureux, hyper strict sur ses principes, sur ce qu'il a envie de faire, ce qu'il a envie de mettre sur pied, mais il réussit toujours à donner aux joueurs une certaine liberté. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il réussit toujours à vous laisser votre espace, et quand tu vas même à l'hôtel des Lions pendant les stages, ce n'est pas trop carré comme ça avait été le cas. Tu peux voir des joueurs qui reçoivent leur famille, qui discutent avec leurs proches, alors qu'avant c'était des clichés qu'on ne voyait pas. Et quand vous avez un entraîneur qui réussit à trouver ce juste milieu. Avant, il y avait le père Fouettard qui passait par là. Donc, quand il arrivait, c'est bien que... Et donc, quand vous avez un entraîneur qui réussit à trouver ce juste milieu, et dans cette équipe, on a des footballeurs de très haut niveau. Et quand vous voyez des footballeurs comme ça, qui ont un respect pour un entraîneur, ça veut dire que c'est un entraîneur qui a de la matière. Tout à fait. Parce que quand vous entrez dans un vestiaire, vous avez Onana, vous avez Zambo Anguissa, vous avez tous ces joueurs-là qui ont côtoyé des grands clubs, qui ont côtoyé des grands entraîneurs. Ils connaissent ce que c'est que le football de haut niveau. Et donc, si vous êtes un blagueur, ils savent très bien, ils peuvent très bien identifier que celui-ci c'est un entraîneur avec qui on ne peut aller nulle part. Bien sûr, rapidement, il y aura une cassure. Voilà. Et quand vous voyez les joueurs être... de faire un bloc derrière le coach, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il bonifie les joueurs. Alain Denis, je ne sais pas si ce serait possible d'avoir le but d'un gars 2 à l'entraînement, juste pour édifier un peu les spectateurs. Oui, ça parlait de ça à la conférence de presse. Je vous assure, j'ai vu ce but. Non, il était magnifique. Il est ronaldesque ce but. Reprise de volée. Non, c'est pas la reprise de volée qui est le problème. C'est qu'il est de profil. Il est de profil, c'est-à-dire qu'il est comme ça. Et voilà les goals de l'autre côté. Et il réussit à retourner croisé à l'extérieur de la surface de réparation. Le cas opposé, non, c'était magnifique. Je comprends pourquoi Marc Brice était contraint de le mettre titulaire, en tout cas, parce que pour le moment, personne ne fera mieux. Donc, désormais, c'est un gars de supérieur à Ramos, c'est ça?
Non, mais jusqu'à ce qu'il y ait mieux. Mais Brice a dit qu'il est marié avec personne, donc je pense que et je pense que la qualification est la bienvenue parce que justement ça va enlever un peu cette pression là sur le groupe. Et ça va permettre un peu de faire souffler certains cadres avec lesquels on a des certitudes, d'accord, et de pouvoir maintenant donner la chance à tout un chacun pour avoir maintenant un vrai groupe, donc de 23 ou de 25 et non plus seulement une colonne vertébrale de 11, 12, 13 comme on a eu l'habitude lors de ces derniers matchs. Justement, quel a été pour vous l'élément le plus marquant dans cette qualification d'un point de vue technique? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a vous a le plus marqué quand on a vu les Lions se produire sur le terrain sur ces 4 ou même 6 matchs, hein, si on peut prendre aussi l'autre phase éliminatoire sous Brice? Moi, la maîtrise, je l'ai senti toujours serein. Donc, l'impression qu'ils avaient un réel plan de jeu, d'accord, défini à l'avance, que les adversaires étaient préparés, d'accord, on connaissait les points forts, les points faibles, là où il fallait appuyer et prendre le temps donc de bien préparer les choses, donc partir toujours avec des circuits précis, avec des circuits préférentiels de passe, toujours partir de l'arrière, sortir, faire jouer les joueurs de côté, d'accord, partir se projeter très vite après une fois qu'on est parti sur les côtés, autant de choses. Donc j'ai vu que ça c'est quelque chose qui a été vraiment travaillé aussi au niveau des coups de pied arrêtés. On sent qu'il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. C'est pas encore sur les premiers matchs quand même, on a vu une match. Il y a un vrai travail qui est fait là-dessus. D'ailleurs, le but d'un regarder aux entraînements, je crois qu'il a marqué toujours ce coup de pied. Non, il faut le montrer. Il faut le montrer quand même. On va le diffuser. Je sais que tu as peut-être l'habitude de les mettre le dimanche à ta santé, mais bon, c'est pas donné à tout un chacun. Non, tu connais. Il faut s'arrêter un instant pour dire que tu maîtrises. Alain Denis, il faut quand même un moment qu'on parle à tous ces profanes qui prennent la liberté d'insulter sur les réseaux pour savoir que quand même ce qu'on dit on peut le reproduire. Donc je les invite à ta prochaine santé ce week-end. Ils viennent nombreux, tu pourras partager aussi quelques autographes. Ce sera une police pour leurs yeux. Donc voilà, non, c'est l'impression que j'ai eu vraiment et j'encourage le coach dans cette lancée là et surtout le groupe à rester aussi réceptif. Dave, on a aussi vu de la variété dans le jeu, parce que autant on peut louer le mérite de Brice à faire une équipe qui joue en sortant le ballon proprement, autant parfois on a vu des actions où ça joue direct et c'est efficace. Le but qu'on marque sur penalty, c'est André Onana qui fait une place sur. Parce que Baleba vient, il se rend compte que ça sort pas facilement au pied. On remet à Onana et il fait une passe venue de l'au-delà. Oui, il fait une spéciale André Onana. Voilà. Donc je pense qu'on est coutumé du fait. Mais très clairement, je vais rien ajouter de nouveau à ce que Charles a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un vrai projet de jeu. Aujourd'hui vous ne voyez plus des longs ballons qu'on dégage sans savoir où on va. C'est-à-dire que on tape devant, comme on dit les gars monter à l'étété. Non. Il y a un réel projet de jeu, il y a de la variété, il y a un sens tactique et les joueurs prennent plaisir et se retrouvent dans quelque chose qu'ils connaissent. Ça se voit. Ça se voit qu'ils se retrouvent dans quelque chose qu'ils connaissent et ils sont contents. C'est vrai qu'il y a des matchs où on a été dans le dur, ça il faut le dire. Je pense que le match au Zimbabwe, on avait parfois au milieu ça ronronnait, il est encore parce qu'on parlait. 3 jours sans entraînement aussi. Oui, maintenant même le match à Kampala, parce que même le match qu'on fait la première période, tout n'est pas, c'est pas encore parfait. Je pense qu'il y a encore un certain travail, mais très clairement, on a clairement une vision de jeu, on a quelque chose de professionnel, quelque chose que les joueurs comprennent, quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. C'est digeste, en fait. Oui, je veux pas être caustique en fait en disant digeste parce que j'ai vu beaucoup de gens se lancer dans des comparaisons avec X, l'ancien, le nouveau. Non, vraiment chacun a son style de management, il faut respecter les deux. Mais j'ai le sentiment que là, on prend plaisir à regarder le Cameroun jouer au football. Yvan? Ouais, moi la chose qui me marque le plus depuis que Brice est là, c'est quand on revoit une équipe du Cameroun qui a le contrôle sur ses matchs. Avant, on subissait beaucoup trop les matchs, on était toujours dans la réaction, etc. Souligne par exemple que depuis qu'il est là, on n'a pas été mené au score d'aucun match. On a parfois marqué, on a vu l'adversaire revenir, mais on n'a jamais, même en Angola où on fait 1-1, on marque d'abord et derrière les Angolais. Il faudra donc voir le comportement des gars quand on sera mené en fait. Oui, mais là aussi c'est une qualité.
C'est-à-dire que qu'on a une équipe qui est capable de prendre le jeu à son compte. Et quand tu as une équipe qui est capable de prendre le jeu à son compte, ça veut dire qu'il y a une philosophie de jeu qui est en train d'être travaillée. Il y a un plan de jeu qui est clair à chaque match sur comment est-ce qu'on doit jouer, comment est-ce qu'on attaque, comment est-ce qu'on défend. Et les joueurs adhèrent. Comment est-ce qu'on sort les balles, etc. La gestion des temps forts, des temps faibles. Voilà. Moi, j'ai vu un Cameroun qui sait faire le dos rond, qui ne panique pas, qui sait qu'il ne va pas pouvoir dominer pendant 90 minutes, mais quand ça va être dur, il faut avoir un Cameroun qui est solide. On a 3 matchs à l'extérieur, je pense. On a encaissé qu'un seul but contre à la dernière minute, même contre l'Angola. Donc pour moi, c'est des choses qui sont importantes parce qu'en compétition, c'est ces choses-là qui jouent, c'est ces petits détails-là qui jouent. Vraiment pour qu'on avance dans cet échange. Oui, on a évoqué tous ces éléments-là qu'on a tous appréciés sur ce jeu de Brice, mais il y a un autre débat qui a davantage cours dans l'espace public aujourd'hui. Il y en a qui estiment que le Cameroun est autant souverain dans le jeu parce que malheureusement on n'a pas rencontré des photos de guerre aussi. Est-ce qu'on peut comprendre cette perception-là? Est-ce qu'on peut se dire que le contrôle qu'on a aujourd'hui dans le jeu, c'est parce qu'on n'a pas encore rencontré le Maroc, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal? Est-ce que le Cameroun, tel qu'on le voit aujourd'hui, il donne le sentiment de pouvoir être autant souverain face à certains grands d'Afrique? Moi, je vais répondre en faisant un petit questionnement. Le premier match de Brice, lorsqu'il arrive, son premier match officiel, c'est contre le Cap-Vert. Si vous prenez avant ce match contre le Cap-Vert, les dernières références en matière sur le plan sportif de ces deux nations, notamment la dernière compétition à laquelle les deux nations ont participé, laquelle de ces deux nations était meilleure? Le Cap-Vert. Et de loin. C'est-à-dire que non seulement ils ont fait quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, alors que nous on est rentré en 8e, mais en termes de qualité de jeu, le Cap-Vert fait partie des équipes qui ont très agréablement surpris durant la dernière. Les matchs ne se ressemblent pas, Yvan. C'est pourquoi je dis que quand on parle de calibre d'équipe, il faut relativiser parce que le Cap-Vert, bien qu'étant moins bien classé que nous au classement FIFA, sur les dernières références sportives, le Cap-Vert était devant nous en termes de performance lors de la dernière CAN et en termes de qualité de jeu. Donc, il faut beaucoup relativiser avec ces éléments-là. Maintenant, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est vrai, on n'a pas rencontré les meilleures nations africaines. Je suis d'accord, on n'a pas rencontré le Sénégal, le Maroc et tout ça. Mais même ces nations-là, parce que quand vous regardez la constitution des poules dans ces qualifications, ces nations-là également, c'est qu'on considère comme les meilleures nations africaines, rencontrent des équipes qui ont le calibre, c'est-à-dire qui ont la posture des équipes qui sont dans notre poule par rapport à... En fait, la question se pose parce que on est tous d'accord, malgré quelques personnes de mauvaise foi dans les réseaux sociaux, on est tous quand même d'accord que face aux petites équipes, le Cameroun sera toujours souverain. C'est-à-dire, on a retrouvé... Non, enfin, je veux dire que... Sur le papier. Oui, sur le papier, c'est ça que je parle, oui. Oui, parce que, Alain Denis, l'histoire... Ouais. Quand on a la dernière campagne de qualification pour la CAN. On bat le Burundi, c'est ça? Comment est-ce que vous vous rendez compte que la Namibie a posé des problèmes au Cameroun? Oui, mais c'est est-ce que vous vous rendez compte que le Cameroun s'est qualifié à la dernière minute? Et c'était à Garoua. Et il nous a fallu un grand André Onana en première mi-temps pour pouvoir... qui a tenu la baraque. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais que les gens soient, on va dire quoi, critiquer pour critiquer, ou bien un procès en sorcellerie. Mais quand même, nous savons d'où on part. On a vu cette équipe. On va me dire, parce que l'autre débat, tu l'as peut-être, tu as fait fit là, c'est de dire que le X n'avait pas Baléba. Maintenant, l'une des choses que on allait y arriver. Non, le tout, moi j'ai dit, le tout c'est d'avoir ces joueurs et d'être capable d'impulser et d'avoir un projet de jeu. Donc je ne pense pas que, oui, on n'a pas encore affronté des foudres de guerre, mais même ces petites équipes-là, je crains que le Cameroun avait énormément de difficultés même à dompter ces petites équipes. Bien sûr. Parce que quand on parle même du Sénégal, excuse-moi, le Sénégal a fait 1-0, a difficilement battu le Malawi. À la dernière seconde, Sadio Mané on a vu la Côte d'Ivoire tomber. Je ne voudrais pas qu'on entre dans ce... Face à la Sierra Leone. Moi je trouve que c'est même plus facile de jouer contre ces grandes nations. Parce que pourquoi? Ces grandes nations, on sait pertinemment que techniquement elles sont entre guillemets supérieures au Cameroun. Donc le Cameroun va en bloc bas et procède par transition. Ça correspond au jeu, à l'identité de jeu du Cameroun ces dernières années. Mais face à ces petites équipes... Sauf que Brice joue différemment. Oui, mais face à ces petites équipes, il fallait justement créer du jeu. Et c'est ça la grosse difficulté du Cameroun ces dernières années. En fait, la question se pose parce que on est tous d'accord, et ça je l'ai dit au départ, que face aux petites équipes, normalement on sera au-dessus. Je suis pas sûr. Avec ce que Brice a mis sur pied quand même, on l'a vu contre le Zimbabwe, contre le Kenya, contre l'Angola, on a vu quand même qu'on avait la maîtrise du jeu, on avait le contrôle du match. On est donc d'accord que face à ces petites équipes là, entre guillemets, on sera supérieur. Maintenant face aux grandes équipes où il faudra jouer d'égal à égal,
Est-ce qu'on pourra avoir... Je pense qu'il faut attendre. Je pense que là, 100% en sorcellerie. L'autre aspect, tout à l'heure, je n'avais pas terminé. L'autre aspect sur lequel cette équipe a beaucoup progressé, c'est sur l'aspect tactique. Bien sûr. Parlons-en. Aujourd'hui, quand vous regardez l'équipe du Cameroun, si vous êtes quelqu'un qui savait lire le football, vous voyez comment le Cameroun joue. Il y a quelque chose qui avait disparu de cette équipe depuis plus de 2 ans que je ne voyais plus, c'est le pressing. Regardez le match contre le Kenya à Yaoundé vendredi dernier. Le Kenya a été, a pris 4 buts. Pas forcément parce que dans le jeu, le Cameroun a été très dominateur, mais parce que le Cameroun a récupéré un nombre de... Au milieu, on était souverain. C'est-à-dire qu'on avait un pressing médian qui s'installait systématiquement lorsque les Kenyans avançaient le ballon. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de presser le Kenya que de presser face à Lamine Camara, face à tous ces Sénégalais qu'on peut s'imaginer? C'est plus facile. Oui, c'est peut-être plus facile. Sauf que ce genre d'équipe aussi va nous offrir ce que les petites équipes entre de l'espace dans le dos. Oui, l'ouverture de jeu. Elles vont faire le jeu. Parce qu'en réalité, ces grandes équipes-là viennent pour faire le jeu. Exactement. Et le Cameroun se dit, ok, il n'y a pas de souci, on défend bien. On a des flèches sur le côté, Brian Bemo ou Bassogog, justement, et on peut profiter. Donc, Léo Messi, Bassogog, précision pour la peine. Non, je vais pas aller dans les hyperboles, d'accord. Mais je pense que aujourd'hui, on a quelqu'un qui tactiquement sait étudier les adversaires, donc ça a lui de mettre en place un plan pour contrecarrer. Tu sais mieux que moi que dans le football, tu peux savoir exactement ce qu'il faut faire et ne pas pouvoir le faire parce que tu n'as pas les éléments pour le faire. Les Kenyans, les Angolais et autres savaient exactement comment nous battre. Quand tu dis les Angolais, l'Angola à la CAN, c'était pas au jeu de la cuillère. Oui, je veux dire qu'ils savaient comment jouer contre le Cameroun. Oui. Mais au niveau de la qualité individuelle des joueurs, côté camerounais et côté angolais, il n'y avait pas photo, on était supérieur, c'est pourquoi on les bat. Est-ce que si on rencontre une équipe comme la Côte d'Ivoire avec les Adingra, avec les Gradel et autres, je pense qu'aujourd'hui on a aussi ce qu'on voit aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment rivaliser? C'est clair, je dirais il y a matière à rivaliser. Okay. Pour moi, il y a matière à rivaliser parce qu'on a quand même des joueurs aussi aux qualités intrinsèques. Ça veut dire même si on perd, on aura fait quelque chose. Non, mais parce que souviens-toi, le match contre le Sénégal. Parce que moi, à la CAN, par exemple, j'ai failli pleurer. Non, le match contre le Sénégal à la CAN, ce n'était pas. Je pense pas que si tu prends chaque joueur individuellement sénégalais, tu vas dire qu'il surpasse de loin chaque joueur camerounais. Non, je suis pas d'accord. C'est dans l'animation, c'est dans le projet de jeu. Non, il n'y avait rien en termes de projet. Je suis désolé, il n'y avait rien. Malheureusement, il faut le dire. Mais c'est même pas moi qui le dis, même Georges-Kevin Koudou le dit. Non, mais au-delà de ce que Dave dit, souvenez-vous de l'interview de Zambo Anguissa sur la CRTV, où il dit que maintenant, on sait comment on joue. Il ne te dit pas qu'avant on ne savait pas comment on joue, mais dans ce qu'il dit, tu sens qu'il y a un sous-entendu. Mais attends, mais Georges-Kevin Koudou le dit, parfois il se demande, les gars on va jouer comment quoi? Il avait l'impression qu'il n'y avait pas de plan. L'entraînement, c'est pas nous, c'est la mise en place tactique, tu vois rien. Mais qu'est-ce que vous voulez tu vois rien. Donc je me dis, je suis patient d'attendre Brice face à ces grands matchs d'envergure, mais je ne crache pas dans la soupe en disant que c'est facile de battre le Kenya, c'est facile de battre le Zimbabwe. Et tu sais qu'aujourd'hui le Cameroun a un atout qu'on n'a pas suffisamment utilisé les années précédentes, c'est d'avoir un gardien qui sait jouer au pied. Il est difficile de presser une équipe quand vous avez un gardien qui sait sortir les ballons du pied. Il est magnifique. Quand vous avez un gardien qui ne panique pas, qui est capable, lorsque l'adversaire est à 50 cm de lui, de faire une passe latérale sans paniquer, c'est extrêmement difficile pour une équipe de presser. Mais regardez le but qu'on a, le premier but de Coupe ADF sur le pénalty de Bassogog Kayate. C'est magnifique. Pourquoi? C'est parce que les Kenyans sortent à un moment. Ils se disent, parce qu'on a été surpris, on se disait ils vont venir jouer assis avec des lignes resserrées et tout. Ouais. Mais ils ont eu un bloc médian qui était plutôt haut. De temps en temps, les gens ils venaient nous chercher dans notre surface de réparation. Mais dès qu'ils sont sortis, ils ont laissé de l'espace pour Bassogog et on a un gardien qui est capable de faire une part de 70 mètres. Et c'est là où tu vois que c'était préparé, c'était le plan de jeu parce que Bassogog l'avait déjà fait 2-3 fois avant, ça s'était pas passé. Et la passe de Donana aussi elle n'est pas anodine parce que Bassogog déclenche l'appel et directement il est touché. Et tu vois aussi donc les déplacements des deux attaquants, d'accord? Tu comprends qu'il y a un schéma de jeu qui est mis en place qui a été mis en place par rapport à ça. Sur le deuxième but, c'est la même chose. Toute la on voit un Bemo qui plonge au deuxième poteau. Je crois qu'on l'avait aussi vu, c'était le même but contre l'Angola. Exactement. Tu vois qu'il y a des circuits préférentiels, des automatismes qui se mettent en place et qui permettent donc de mettre en valeur donc les atouts de l'équipe en ce moment. Alors, avançons dans le débat parce qu'il est déjà 21h passé de 22h passé de 8 minutes. Pour évoquer cette fois-ci la question liée à, n'est-ce pas, la suite. D'accord, la qualification est déjà acquise. Ça, on le sait tous.
Mais c'est quoi les chantiers donc désormais pour Marc Bricy? Parce que l'image qu'on donne ici, c'est genre, voilà, c'est le cycle de Guardiola qu'on a retrouvé au Cameroun. Non. Il y a énormément de travail. Pour faire réagir. Parlons-en. Non, il y a du travail. Parlons-en. Non, il y a du travail. C'est vrai qu'on se rend compte, on commence à avoir une sorte de colonne vertébrale, mais on a quand même un banc qui est quand même assez pauvre pour le moment. Très pauvre. L'écart est assez abyssal entre les titulaires actuellement et les remplaçants. Et dans les compétitions, souvent c'est ça qui fait la différence. Donc pour moi, il y a tout ce travail qui doit être fait, les postes doivent être doublés de façon compétitive. Et il faut mettre de la compétition maintenant entre les titulaires et ces remplaçants là pour que on ne se retrouve pas dans une situation comme on le disait avant, avoir certains qui ont des titres fonciers entre guillemets dans cette équipe là. On a un Jackson Tatoua qui est formidable, magnifique, mais qui n'a pas son pendant. Donc demain, s'il est blessé, qu'est-ce qu'on fait? S'il peut avoir un match sans, qu'est-ce qu'on fait? Il faut se poser toutes ces questions là. On a Faye Collins. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je vais pas entrer dans ce débat-là, mais c'est pas pareil. Du côté gauche, d'accord, on a un Otolo qu'on aime beaucoup, qui a ses qualités, d'accord, mais dans certains matchs, il faut pouvoir jouer avec d'autres qualités. Il va falloir trouver autre chose, proposer autre chose à son niveau-là. Il y a des moments où on va peut-être vouloir jouer à 3, d'accord, peut-être qu'il n'est pas fait pour cela. Il va falloir trouver quelqu'un qui peut jouer dans ce rôle-là. Au milieu de terrain, on semble avoir trouvé quelque chose, mais moi je l'a vu sans balai bas. Voilà, sans balai bas, c'est différent. Et je voudrais aussi que tout cela commence à s'endormir un peu. Donc, comment on peut aussi les titiller et peut-être apporter une touche un peu plus technique et offensive pour ces milieux de terrain-là. En attaque, on a Boubacar Vincent qui fait son travail, mais ça commence quand même à être poussif. Pour moi, il y a une question de rôle qu'il faut se poser. Est-ce que il doit être titulaire, finir les matchs, ou bien est-ce qu'il doit être dans un rôle de super sub où il doit venir donner tout pour venir peut-être fragiliser les défenses quand elles sont pas au mieux. Il y a autant de questions qu'il faut pouvoir se poser sur les ailes. C'est vrai qu'on a un Christian Bassogho, peut-être qu'il sera pas toujours flamboyant. Qu'est-ce qu'on va proposer d'autre? C'est qu'il est très donc voilà, on sait que les compétitions, ça se gagne à 23. Et pour le moment, comme je l'ai dit, on n'a que 12 ou 13 joueurs sur lesquels on peut compter pour aller chercher quelque chose. Donc il va falloir mettre tout ça en musique, créer de la compétitivité entre tous ces joueurs-là, commencer à préparer aussi l'après. Parce que on a certains joueurs d'un certain âge. Le gardien aussi, hein. André, s'il n'est pas là aujourd'hui, voilà, il faut. On a qui? Pour le moment, on a un jeune qui vient à peine de commencer sa carrière professionnelle pour moi, parce que c'est sa première saison où il enchaîne réellement les matchs. On a un Simon Mossola qui joue là où il joue et qui fait ce qu'il fait. Donc je pense qu'on peut quand même avoir mieux. Elle est belle la formule, hein. Qui joue là où il joue et qui fait ce qu'il fait. Il n'y a pas plus diplomatique. C'est fort, c'est le haut niveau. Donc il y a tout ce chantier-là sur lequel Brice doit se mettre. On a vu qu'il avait été quand même assez frileux en termes de changement tout ces temps-ci. Donc là, avec le coup de souffle qui s'est donné, il va peut-être falloir qu'il commence à faire jouer d'autres joueurs. On a vu un joueur qui est venu plusieurs fois qu'on n'a jamais vu, comme Yvan Dibango. S'il revient, est-ce qu'on pourra le voir jouer? On a d'autres profils aussi qui étaient là, qui ne sont plus là, ou bien on en a d'autres encore qui peuvent postuler. Qu'est-ce qu'on en fait? Bref, il va falloir commencer à travailler, parce qu'il y a certes une canne à jouer, mais il y a aussi une Coupe du Monde à aller chercher, etc., etc. Et tout ça, c'est des choses qui se préparent. Alors, je veux qu'on aille vraiment au cas par cas, qu'on touche un peu aux patates chaudes de l'équipe nationale du Cameroun, parce que les patates chaudes, il y en a. Nous, on marche à gauche, à droite, on suit beaucoup de choses qui se disent et on veut l'avis des experts sur ces choses-là, ces différentes choses-là. Vincent Boubacar. Non, je pense que sur Vincent... Contrat, pas contrat. C'est-à-dire tu le signes pour titulaire ou pas titulaire? Non, je pense qu'aujourd'hui, Vincent est cruellement en manque de rythme. Peut-être titulaire, mais peut pas jouer 90 minutes. C'est pour ça que je peux pas comprendre qu'à Kampala, contre le Kenya, il ait fait 90 minutes. Pour le moment, sans te couper, pour moi, il a sa place de titulaire. Il a sa place de titulaire, mais peut pas jouer 90 minutes. Pour tout ce qu'il représente, et pour le moment, personne n'a proposé mieux. Oui. En tout cas, on nous l'a réellement inquiété. Mais est-ce que sa présence dans le groupe n'envoie pas un mauvais message à certains jeunes qui vont arriver? Je veux dire que, voilà, Tabaka, aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'est pas... Non, parce que ça s'arrache. Oui, c'est ça le problème. Sur le terrain. Non, mais attends. Pas en dehors du terrain. Non, ça commence par les entraînements. Alain Denis, au-delà des entraînements. Toi, tu es sur les entraînements, tu vois ce qui se fait. Alain Denis, au-delà des entraînements. Une personne à la fois. Mais Alain Denis, au-delà des entraînements. Ouais.
vraiment, avec toute l'affection qu'on peut avoir pour Franck Magri ou pour Namazo, un attaquant qui finit avec 9 buts une saison, ou un attaquant qui fait 4 ans, il marque 12 buts, comment est-ce qu'il pourrait inquiéter facilement Vincent Aboaka? Il n'en marque pas 1000 non plus. Hein. Non, mais Vincent, non, excuse-moi. Vincent a vécu. Vincent, oui, mais même quand il était à Lorient et encore, c'est un gars qui te mettait quand même, qui te mettait 10-15 buts minimalement. Donc c'est à eux maintenant de pouvoir bousculer la hiérarchie. Ils ont les capacités pour. Restons factuels, ok. Là, on sort d'un stage où il a joué 2 matchs. Si on retire le but qu'il marque sur penalty. On peut pas retirer. Non. Oui, si on le retire, sa prestation est Il reste quoi de sa prestation? Non, sa prestation est interne. C'est pour ça que moi je suis offusqué qu'au match retour contre le Kenya, il ait fait tout le match. Pour moi, à un moment donné, même ne serait-ce que pour la confiance qu'on va insuffler aux jeunes, notamment Franck Magri qui semble être la doublure attitrée, Franck Magri devrait minimalement jouer 30 minutes pour voir quelque chose. Parce que c'est ça qu'il faut faire. Mais que Vincent finisse 90 minutes, pour moi, c'est là où j'ai un problème. Moi, je vais mettre quand même un petit bémol parce que vous ne pouvez pas occulter le fait que, même au niveau de l'appréciation, la préparation du match de l'adversaire avec Oussama Boubacar Vincent, elle n'est pas la même. C'est clair. Facile, non? Non, pourquoi c'est facile? Enfin, je veux dire que cet argument-là, mais dans ce cas, quand on prend Roger Mila, qu'on le mette à la pointe de l'attaque. Non, mais parce que s'ils savent qu'il y a Roger Mila, voilà, ils vont pas. Il y a pour ça aussi qu'à une époque, on a fait revenir Roger Mila parce que malgré son âge, les matchs n'étaient pas les mêmes. Cet argument-là, pour moi, je trouve peut-être pas dans le cas, tu vois. Il a évoqué tout à l'heure un élément essentiel. Il a parlé de la frilosité de Brice dans les remplacements. Aujourd'hui, on n'a plus cette pression par rapport à la CAN. Les matchs qui vont suivre ou des matchs amicaux, parce que j'espère qu'il y aura des matchs amicaux, on doit le faire souffler. On doit justement voir autre chose, on doit voir d'autres joueurs et ce sera à eux, parce que vous savez, le football, ça n'a pas 1500 chances. Hein. Ce sera à eux lorsqu'ils auront la capacité, la possibilité de se mettre en exergue, de vraiment arracher leur chance, de montrer qu'ils ont quelque chose sur la semaine. Oui, Charles, tu parlais d'Abouaka en disant que il faut... Oui. Tu étais sur lui en fait. Non, Abouaka, comme je dis, bien sûr qu'il faudra penser à le faire souffler, d'accord, parce que il n'est plus non plus tout jeune. Et sa préparation aussi avec Beşiktaş. Voilà, il a une préparation un peu tronquée. Là, il est dans un nouveau club où je pense qu'il part titulaire, donc il va enchaîner aussi les matchs. Donc il va falloir savoir aussi un peu jongler sur tout ça pour le ménager. Voilà, pour pouvoir le ménager, pour pouvoir l'avoir quand on aura besoin de lui au meilleur niveau. Je pense aussi qu'en donnant la chance aussi à d'autres, c'est lui mettre une forme de pression. Une forme de pression qui pourra, lorsque il va revenir et lorsqu'on va lui refaire confiance, revenir avec la plénitude de ses moyens et venir avec encore plus d'envie pour pouvoir donc apporter tout ce qu'il a déjà apporté et tout ce qu'il peut nous apporter. La position d'Ivan Kamossi Vincent Aboaka, on la connaît, donc pas besoin de section encore là-dessus. C'est un jaloux. Et puis c'était un latéral très moins technique, donc il ne peut pas donner son avis sur les attaquants. On connaît sa position sur Vincent Aboaka. Non, il estime qu'Abouaka a du mal à mettre un pied derrière l'autre désormais, et qu'il est émoussé physiquement et tout. On connaît la forme. Non, mais il y a autre chose que je voudrais dire. Oui, vas-y. J'ai évoqué tout à l'heure ceux qui étaient au début de l'histoire de Marc Brice. Ok. C'est très important ce que je dis. C'est le tenant. Ceux qui étaient au début de l'histoire de Marc Brice. Et Vincent Aboaka fait partie des joueurs qui ont marqué positivement les débuts de Marc Brice. Le match à Yaoundé, on gagne 4-1 contre le Cap-Vert. Il met quand même 2 buts. Sous Marc Brice, en 6 matchs, Vincent Aboaka, c'est 4 buts. Combien de pénaltys? Je crois 2 pénaltys. Oui, même si c'est pas un exercice facile, hein, je n'analyse pas le fait qu'il ait mis 2 pénaltys et 2 buts dans le match. Et 1 but au début, 1 but. 2, il a 4 buts. Il a marqué 2 buts contre le Cap-Vert, il a marqué à Yaoundé quand on gagne 1-0, c'est lui qui marque le seul but de la rencontre. Et il a marqué l'autre but encore à 4 buts le Zimbabwe. Et donc quand vous êtes un coach, et honnêtement quand tu regardes les matchs de Vincent Aboaka, je pense que Aboaka n'a pas un problème athlétique. Il a un problème sincèrement. Oui. Parce que je vois ça se rejoint. Comment tu vas différencier les deux? C'est un peu la même chose. Non, quand je parle athlétique, c'est dans sa capacité à faire les courses. Oui, mais ça dépend du physique. Si t'es bien physiquement. Non, je pense que physiquement il n'est pas en top shape. Maintenant, j'estime qu'il a peut-être un problème au niveau. Il a beaucoup de problèmes au genou, au talon. Il s'était fait les ligaments, je crois. Moi, je le sens super lourd. Hein. Parce que Abou aujourd'hui, sur certaines phases de jeu, il faut faire un appel en profondeur. Il vient te le faire côté ballon. Il manque de rythme. Et c'est l'élément que je voulais évoquer. Je pense que Brice est un peu dans un management paternaliste vis-à-vis de Vincent Aboaka. Souviens-toi de la question qu'un confrère a posée. Et pas que lui, hein. En conférence de presse sur Vincent Aboaka, il a dit c'est le capitaine. À un certain moment, on lui doit du respect, etc. Et Vincent Aboaka a eu beaucoup de problèmes avec Beşiktaş. Sur la seconde partie
de la saison dernière où il n'a pas beaucoup joué. Et je pense que Brice est peut-être dans la logique de se dire l'équipe nationale a peut-être la possibilité de lui donner beaucoup plus de minutes, de telle sorte qu'en club, s'il réussit à trouver le bon rythme. Il n'a pas 22 ans, le mec. Non, je pense que Brice le met au regard du vécu du joueur. Parce que Vincent Bakar, quand même, c'est un vécu. C'est ce qu'il dit, en fait. Oui, je pense que c'est plus au vécu qu'il le met, de par même son expérience. C'est vrai qu'il n'est plus aussi tranchant et incisif que par le passé, mais c'est un joueur quand même qui, en un coup d'éclat, peut nous faire d'excellentes choses. On l'a vu pendant la Coupe du Monde. Parce que le débat sur Bakar Vincent ne commence pas aujourd'hui. La Coupe du Monde, il y a cela 2 ans. Non, cher Dave. Oui, mais sauf que le débat ne commence pas aujourd'hui. Il y a 2 ans, tout le monde disait qu'Abakar, c'est à la casse. Sauf qu'il a encore vieilli de 2 ans. Sauf que quand il entre, c'est 2 ans avant, il nous fait contre la Serbie, il louche, il nous remet à niveau. Là, on commence à dire, Bakar, souviens-toi à la CAN. Quand on a mais le mec, il te met toujours un but qui nous trompe en fait, malheureusement. Non, je ne peux pas dire c'est que je parle. C'est un joueur qui a des actions d'éclat. Ce sont des buts que vous êtes. Il a ce qu'on appelle des actions d'éclat. Et il faut être à Bakar Vincent pour le faire. Et comme Dave disait tout à l'heure, on n'a pas non plus. Aujourd'hui, tu n'as pas Bakar Tchaki. Oui, mais on peut pas le dire. Ma grille, enfin, oui, mais Franck, c'est combien de buts? Oui, mais souviens-toi que même Bakar n'a pas de 50. Souviens-toi que même on commence pas. Je pense que l'autre problème, l'autre chance qu'on n'a pas eu, c'est que Moumbaña se soit blessé. Parce que je pense que non seulement en termes de profil, c'est un profil différent. Il est plus jeune. Il aurait peut-être apporté de la variété sur le front de l'attaque. J'espère qu'on pourra Magri peut en apporter aussi, non? À la vitesse. Non, Magri, je le trouve, je ne sais pas. Même sur Rigobert, il a eu sa chance. Il a eu 2-3 matchs titulaires. Non, mais il a marqué. Il a marqué. Il marque contre la Guinée. Il marque. J'espère que le petit à la CAN il marque, voilà. Non, la Guinée. Celui qui entre et il marque. J'espère que le petit Namazo va pouvoir venir, il va arriver ses premiers manifestatifs, va pouvoir venir. Il serait important de voir ce qu'il est capable d'apporter à cette équipe. Mais je pense que Brice. C'est un profil de buteur. Hein. C'est 12 matchs, c'est 12 buts en 4 ans. Oui, mais je pense que Brice, comment dire, sur le fait qu'on se soit qualifié, il s'est racheté de la calmie supplémentaire qui peut lui permettre d'oser beaucoup plus dans ses choix. Donc je pense qu'il... et si vous regardez son management, Brice, sur chaque regroupement, il a au 3 ou 4 joueurs nouveaux qui arrivent. Il ne change pas beaucoup son groupe. Vous verrez que du groupe qui était là au début et celui qui est là actuellement, qui a été là au dernier regroupement, il y a peut-être 3 ou 4 changements si vous enlevez les blessés. Donc il est la logique de garder un groupe, continuer le même groupe et chercher à l'ajuster. Et j'espère que des joueurs comme Enzo Ebosse, qui est revenu avec l'Udinese, il peut nous aider, ça peut être une alternative supplémentaire. Il va lui falloir du temps. Il a recommencé à jouer. Je pense qu'il ne faut pas compter sur lui avant la CAN. Oui, pour sortir du cas Bakar. Non, la CAN c'est dans plus d'1 an. 2 ans sans compétition, 2 fois les croisés. Messieurs, deuxième patate chaude. Michael Ngadeu. Michael Ngadeu, après Aboubacar, c'est le meilleur buteur. Ok, je veux dire, tout ça, c'est un problème de bousculer la hiérarchie. Bon, c'est vrai qu'il y a le jeune Boyomo qui est venu, on lui a pas donné sa chance. On a un problème de riche à ce poste de défenseur central. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème au niveau de défenseur central. Il y a déjà des gars qui sont là. Même en termes de réserve, il y a encore beaucoup de joueurs qui peuvent venir apporter quelque chose. Là, vous voulez nous embrouiller. Non. Alors, j'ai pas dit qu'on n'a pas de défenseur, machin chouette, comme Makelele. Michael Ngadeu, est-ce qu'il est titulaire ou pas? C'est ça la question, répondez. Honnêtement, les matchs qu'il joue, ces dernières prestations ne l'amènent pas vraisemblablement vers le banc. Moi, mon humble avis. Je pense qu'il a montré quand même énormément de solidité, énormément d'expérience. Ça fait en sorte que je pense qu'un Ngadeu sera de l'expérience. D'abord, Dave. Il apporte de la stabilité. Oui, je pense qu'il apporte de la stabilité. Oui, je pense qu'il apporte énormément de stabilité. Parce que même avec que ce soit Castelletto, que ce soit avec Bourgeois, c'est vraiment quelqu'un qui... Alors, si je me trompe pas, la CAN, c'est en janvier 2026. C'est décembre 2025. Décembre 2025. Donc on est à 1 an de la CAN. Alors c'est quoi la garantie que physiquement et même non, sauf baisse de régime. Non, pas du gars de convoi maintenant. Tu peux pas savoir c'est quoi. On n'est pas dans le futur. Enfin, ça c'est une question que je pose qui va engendrer une autre question qui est celle de savoir est-ce que le bon risque aujourd'hui c'est de faire avec ces vieux briscards là entre guillemets ou alors de commencer à donner de la chance à certains jeunes dont on a quand même certaines certitudes de forme physique
dans un an pour la CAN. Tu sais, blessé. Tu sais, je sais pas s'il sera là dans un an. Il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre. Je parle du bon risque. C'est quoi le bon risque aujourd'hui? Justement, je vais emprunter le terme de Charles, l'équilibre. Parce qu'à côté de cette jeunesse qui a cette fougue, ce talent et tout, il faut de l'expérience. On est d'accord. Parce que cette compétition comme la CAN, qui peuvent paraître juste basées sur le talent, non, c'est une compétition qui se gagne beaucoup plus au mental, beaucoup plus à l'expérience. Et justement, eux, ayant ce potentiel-là, ils ont déjà joué cette CAN, ils peuvent justement encadrer ces jeunes-là. Mais maintenant, on ne sait pas ce qui va venir de ces joueurs, de leur performance, de leur forme physique dans 3 mois, dans 4 mois. On a vu ce que Adebayor avait fait à Raymond Kala. Il a envoyé en retraite. Non, là, c'est autre chose. Moi, je pense que moi, le seul problème que j'avais gardé aujourd'hui, c'est sa qualité. Tu imagines un Adingra. Jeu de corps. Non, on a très vite enterré un gars d'eux. On l'a très vite enterré. Je pense qu'il manque des choses. Le football, c'est pas le tennis, Alain Denis, où on joue du 1 contre 1. Oui, mais Adingra te cherche en 1 contre 1. Lui, il vient te tuer, il vient te manger. Oui, mais il y a l'animation collective. Les fans nigériens savent quelque chose. Oui, mais il y a l'animation. Quand tu vois Trost et Kong, par exemple, défenseur nigérien, j'ai l'impression qu'il est plus mobile qu'un gars d'eux. Je ne pense pas. Non, je pense pas. Est-ce que tu as l'impression qu'il est plus mobile qu'un gars d'eux? C'est un gros camion. Il n'est pas plus mobile qu'un gars d'eux. En fait, je pense qu'il a même les mêmes caractéristiques qu'un gars d'eux. Défensivement, il a cette capacité. Quand le joueur... Il anticipe très bien. Très bien. Il est très bon pour moi, il connaît d'abord ses points faibles. Anticipe. Parce qu'il sait. C'est quelqu'un qui anticipe beaucoup. L'expérience. Une de ses forces, parce qu'il sait que à la situation de poursuite, il ne pourra pas. Il est en difficulté. Et le problème que j'avais un gars d'eux, c'est sur les sorties de balles. Honnêtement, j'ai jamais compris. Moi, j'ai jamais vu une gars de faire une relance de 30 mètres. Contre le Kenya, encore l'autre jour. Il a essayé, hein. Là, il a essayé. Au retour, il a essayé. Mais il a tout raté. Mais dans une défense, tu n'as pas toujours deux relanceurs. J'ai dit, c'est le seul problème que moi j'avais lui. Sortir les ballons sur une gars de, c'est compliqué. Et en termes de densité. Mais défendre sur l'homme, il est très bon. Oui, en termes de densité aussi, la taille. Et le jeu aérien. La taille d'un gars de, c'est aussi un élément prépondérant qui. Oui, mais certains s'accordent souvent à dire qu'il est meilleur dans les duels aériens offensifs que défensif, c'est-à-dire non, même défensivement. Je dis qu'il est meilleur. Non, mais défensivement, il n'est pas non plus défensivement. C'est difficile quand même pour que les ballons aériens passent. La problématique qu'il peut y avoir souvent, c'est qu'il va souvent un peu fort, d'accord. Donc souvent, ça peut occasionner des fautes. Ça, d'accord, mais en tout cas en termes de lecture de balle et de timing pour prendre les ballons aériens, il est bon. Je suis désolé, mais ça fait longtemps que j'avais pas vu un défenseur camerounais quand même aussi fort et aussi impérial dans les airs. Et même en termes de gabarit, un gars de c'est notre défenseur central le plus grand. C'est ça que je parle de densité. Quand tu regardes Castelletto, c'est à peine 1m80. Ou même Christopher Wu, même Boyomo, il m'a pas l'air très très grand. Par contre, je pense que la grosse difficulté, j'anticipe peut-être ta question, c'est sur le milieu de terrain. Parce que j'ai l'impression qu'au milieu de terrain, en termes, il y a un manque de créativité, il y a un manque de verticalité. Je pense, on a trouvé une belle académie avec Baleba, parce que Baleba justement apporte énormément de verticalité dans le jeu. Et en termes de récupération, c'est énorme ce qu'il produit. Mais on s'est rendu compte quand il n'est pas là, j'ai pas le sentiment, et Charles le disait, en termes sur le banc, peut-être Neyou, peut-être Yvan Neyou, que j'aimerais voir, peut-être. Il y a d'autres joueurs. Léa Siliki sur qui on travaille. Non, qui ça? Non, arrêtez. Quoi, Léa Siliki? Non, sur qui on travaille. Non, sans club. Ça fait 2 ans, il n'arrête pas joué au football. Ah non, je vais pas dire. Dina et Bimbe. Non, c'est pas le même registre. C'est pas le même registre. Tu sais, moi, je vais un peu parler de ces histoires-là. Dina et Bimbe. Des joueurs qui commencent déjà, ça commence un peu à bien faire avec ces joueurs-là, qui ont fait la cour depuis longtemps, qui ne sont pas non plus des foudres de guerre, même s'ils restent des très bons joueurs, mais qui aujourd'hui donc veulent prendre peut-être le Cameroun pour leur poubelle à un moment. Oui, je pense qu'il fait confiance au coach Brice pour cela. Il va falloir qu'il se décide. Il veut la discipline. De toutes les façons, il va falloir qu'il se décide. Il a montré ses preuves à discipliner certaines personnes. Oui. Donc voilà. Bon, après, il y a encore un autre débat par rapport à cela, parce qu'il y a aussi des forces obscures qui jouent contre la venue de certains joueurs sous Brice. Donc on espère que même si la paix est de façade, que ça puisse cesser pour qu'on puisse quand même avoir le meilleur groupe possible. Mais si on a des joueurs qui arrivent aussi à entrer dans ce jeu-là, ils n'ont rien à faire en équipe nationale. Parlons de ce milieu de terrain vraiment pour sortir. Il nous reste à peine 2 à 3 minutes. Sans Baleba, comment on doit jouer? Est-ce qu'on doit chercher le mec qui fait exactement ce que Baleba fait, ou alors on s'adapte à un autre système qui pourrait marcher? Parce que là, on a vu par exemple, Martin, on l'a
venir sortir les ballons à chaque moment parce que Koundé était complètement à la ramasse. Honnêtement, je pense que l'avantage, la bouffée d'oxygène que Baleba offre, c'est il libère les deux devant lui. Que ce soit Zambo. C'est pour ça moi je pense, je peux me tromper, qu'on a un meilleur Zambo et on a un joli Ongla à côté. Parce que justement, ce que Baleba fait, c'est il leur donne énormément de latitude dans la projection. Ouais. Donc je pense qu'il faut un profil à la Baleba. Il a évoqué un joueur pour lequel j'ai un gros coup de cœur et Charles le sait, c'est Pierre Ekwa. C'est vrai que c'est un peu difficile son début de saison avec Saint-Etienne. Avec Saint-Etienne. Très bon joueur. Mais c'est un excellent joueur sur lequel le Cameroun devrait se pencher. Il avait fait des très bonnes saisons avec Sunderland. Avec Sunderland, il est magnifique. Il est magnifique. C'est vraiment un joueur qui peut... Pierre Ekwa, oui. Vraiment, c'est un joueur qui peut apporter un peu comme du Baleba, mais peut-être en plus technique, en plus justeux. Ouais. Mais je salue quand même tout le talent de Carlos. Yvan, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas Baleba aujourd'hui? Non, je pense que la deuxième mi-temps contre le Kenya a apporté un peu des réponses. Et je pense que le fait qu'on ait gagné contre Baleba a été une bonne chose. Sans Baleba, pardon. Parce qu'il y a des gens qui avaient à préparer des dictées préparées. Mais ça, ce sont des analphabètes du football, c'est pour ça que je les appelle. Préparés. Des analphabètes du foot. Malheureusement, il y en a trop. Parce que ce match-là nous a prouvé qu'on peut jouer différemment. Même quand Baleba n'est pas là, c'est pas le même profil que Ongla, ça on est tous d'accord. En termes d'abattage, en termes de récupération de balles, c'est pas la même chose. Mais le fait qu'on ait gagné sans Baleba, déjà montre qu'on peut jouer différemment sans lui. Mais surtout, ça va amener le petit quelque part, je pense, qu'à avoir un peu plus d'humilité. Parce que quoi qu'on dise, ça c'est un faux procès, ça. Non, je ne fais pas de procès. Je vais expliquer justement. Parce que malgré tout, on lit. Ils lisent les réseaux sociaux. Et quelque part, consciemment ou inconsciemment, il peut se prendre pour un indispensable de l'équipe. Et je pense que quelque part, pour un jeune joueur, parfois aussi, bien. Ce sont des éléments qui lui permettent de garder les pieds sur terre et de savoir que non, je dois continuer à me battre. En fait, c'est ça le sens de ce que je veux dire. Je dois continuer à me battre pour être titulaire parce que sans moi aussi, ça peut le faire. Messieurs, c'est terminé. On est arrivé au terme de cette émission. C'est allé très vite. C'était assez intéressant. Merci à vous d'avoir été là ce soir. On se donne rendez-vous jeudi prochain dans un autre numéro du 11 entrant. Original. Tes lunettes étaient... Ça va cacher un peu ta leader là. Voilà. Ciao. Rendez-vous jeudi prochain. Beaucoup de messages de petites. Pour un nouveau numéro du 11 entrant. Il va commencer c'est un peu un menteur. Hein. Non, c'est un peu un show. Merci, ciao. À événement exceptionnel, programme exceptionnel.